L'association de résidents a volé mon chien pendant que j'étais au travail, prétextant qu'il aboyait trop. Thor a toujours été bruyant. Un golden retriever en bonne santé, joyeux, un peu pâteau, comme tout chien heureux devrait l'être. Il aboyait quand il voyait le facteur, quand il entendait des pas inhabituels sur le trottoir, quand d'autres chiens passaient ou quand le camion poubelle s'arrêtait devant la maison. Mais il n'a jamais été agressif. Il n'a jamais mordu personne, n'a jamais quitté la cour, n'a jamais dépassé les limites de la propriété. C'était juste un chien qui faisait son rôle de chien. Quand j'ai emménagé dans ce quartier, il y a 3 ans, je pensais que j'allais trouver la tranquillité. De jolies maisons, des rues bien entretenues, un voisinage organisé. En vérité, trop organisé. J'ai vite découvert que l'association de résidents contrôlait chaque détail d'une main de fer et organisait d'interminables réunions. La pelouse ne pouvait pas dépasser une certaine hauteur. La couleur de la clôture devait être approuvée. Des plantes hors normes provoquèrent des avertissements officiels. J'ai trouvé cela exagéré, mais j'ai pris sur moi. J'ai essayé de m'adapter. Sauf que Thor ne savait pas être discret. Au début, il y a eu quelques plaintes informelles. Un petit mot anonyme dans la boîte aux lettres. « Votre chien aboie trop. Veuillez régler ça. » Puis une voisine, toujours avec ce même sourire artificiel, m'a dit d'un air détendu « Oh, votre chien est magnifique. Dommage qu'il aboie autant, n'est-ce pas ?» J'ai pensé que c'était juste un voisin grincheux qui n'aime pas les animaux et qui veut un quartier silencieux comme un cimetière. J'ai continué ma vie. Je sortais Thor en promenade. Je le lavais chaque semaine. Je maintenais ses vaccins à jour. C'était mon compagnon, mon ami après une longue journée de travail. Mais, avec le temps, les signaux sont devenus plus sérieux. Les premières amendes sont arrivées, petites au début. Infraction pour perturbation sonore. Puis des avertissements écrits, avec copie au syndic. Des réunions de l'association de résidents ont commencé à se tenir en cachette. On m'a exclu des groupes. On a cessé de me saluer. Les voisins qui me souriaient, jadis, ont commencé à éviter mon regard. Plus personne ne répondait à mes « bonjours ». On aurait dit que j'avais transgressé une règle silencieuse et que j'étais punie socialement pour cela. J'ai commencé à m'inquiéter. J'ai essayé de dialoguer. J'ai écrit une lettre pour m'excuser de tout dérangement. J'ai même acheté un collier anti-aboiement, à contre-cœur, juste pour montrer que je coopérais. Mais rien n'y faisait. Ce vendredi-là, je suis partie de chez moi à 7 heures du matin, comme d'habitude. J'ai donné à manger à Thor, laissé de l'eau propre, lui ai caressé la tête, et j'ai dit « Sois sage, mon grand. Demain, on fera une longue promenade. » Je suis rentrée à 18 heures. La rue était étrangement silencieuse. Je suis passée par la porte de derrière et j'ai appelé. « Thor, viens, mon grand. » Silence. Je l'ai rappelé. Pas un aboiement. Pas le moindre bruit de pattes. J'ai couru jusqu'au jardin. Le portail était fermé à clé, comme toujours. Mais l'endroit, vide. Son collier était suspendu. Sa gamelle d'eau, intacte. Le ballon rouge, dont il ne se séparait jamais, gisait tout seul dans un coin. J'ai paniqué. J'ai fouillé la maison, j'ai appelé les voisins, fait le tour du quartier. Rien. Pas un signe. Pas un aboiement. Aucune piste. C'est alors que je l'ai vu, collé avec du ruban adhésif sur ma porte d'entrée. Il y avait une enveloppe blanche, sans expéditeur. À l'intérieur, un papier à en-tête de l'association de résidents, au texte froid, bureaucratique, impersonnel. Nous vous informons qu'après des plaintes répétées et compte tenu de la gêne provoquée par l'animal Thor, l'association a autorisé son retrait par une équipe spécialisée. Cette mesure vise à préserver le bien-être de la communauté. Nous vous remercions de votre compréhension. L'association de résidents. Mes mains tremblaient. Mon estomac se nouait. J'ai relu ce papier au moins 10 fois. Retirer ? Comment ça, retirer ? Qui sont-ils pour emmener mon chien sans même m'avertir ? Quel genre d'association estime pouvoir pénétrer chez quelqu'un et prendre un animal de compagnie comme si c'était un déchet indésirable ? Je me suis assise sur les marches du perron avec ce papier froissé entre les mains, le cœur à vif. Thor n'était pas qu'un chien. Il était mon foyer, mon équilibre, mon silence après le chaos. Et maintenant, il avait disparu. Je n'ai pas fui, je n'ai pas pleuré. Je suis restée là, immobile. La colère était en train de naître, comme un orage silencieux. Mais une chose était sûre, ça ne se terminerait pas comme ça. Ça ne faisait que commencer. Le lendemain matin, avant même le lever du jour, j'étais déjà debout, les cernes marquées, le visage bouffi, les yeux brûlants d'avoir passé la nuit sans fermer l'œil. J'avais regardé au moins 20 fois les enregistrements des caméras de sécurité, cherchant un quelconque mouvement au portail, un bruit,
Un indice sur la façon ou le moment où Thor avait été emmené. Mais il n'y avait rien. Ils avaient coupé les caméras. Ce n'était pas un acte précipité. Ils l'avaient planifié. La première chose que j'ai faite, ça a été d'appeler le numéro de l'association de résidents, qui, bien sûr, m'a renvoyé directement sur la messagerie. Ensuite, je suis allée au bureau administratif, où se trouvait une réceptionniste externalisée qui a à peine levé les yeux de son écran. Quand j'ai demandé où était mon chien, elle a dit d'une voix glaciale. Il a été retiré par une équipe de contrôle du bruit et conduit au refuge partenaire. Je n'ai pas plus d'informations. Partenaire de qui? Qui a autorisé ça? Vous ne pouviez pas simplement entrer chez moi. C'est dans le règlement de l'association de résidents. Vous avez signé à votre arrivée. Elle m'a montré une copie plastifiée d'une clause obscure dans le contrat d'adhésion. Ça parlait d'intervention en cas de nuisance collective avérée et de mesures de confinement autorisées au nom du bien-être général. Je jure que je n'avais jamais lu ça. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un puisse interpréter intervention comme venir voler votre chien pendant votre absence. Je suis partie de là en tremblant. Je suis allée directement au refuge en question. En arrivant, je m'attendais à une confrontation, mais la femme à l'accueil m'a reçue avec un air profondément gêné et une phrase qui résonne encore dans ma tête. « Oh, vous devez être la maîtresse de Thor? Eh bien, il n'est plus ici. »« Comment ça, il n'est plus ici ?» ai-je demandé, la voix brisée. « Il a été donné en adoption. Hier soir, c'était une situation d'urgence. Ils ont affirmé qu'il était agressif et qu'il représentait un danger pour le voisinage. Il y a eu une demande directe de l'association de résidents, avec autorisation formelle. Adopté, sans mon consentement, sans me prévenir, il était en parfaite santé. Je ne fais que suivre les protocoles, madame. J'ai craqué sur place. J'ai hurlé, pleuré, frappé sur le comptoir. J'ai réclamé des documents, des registres, des vidéos, n'importe quoi. Tout ce que j'ai obtenu, ce furent quelques feuilles superficielles, signées par quelqu'un de l'association de résidents, avec mon nom mal orthographié et une description grotesque de Thor en tant qu'animal agité, potentiellement agressif, sans vaccin à jour. Des mensonges. Tout était faux. Il était vacciné, pucé, avec un contrôle vétérinaire récent. Il le savait. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. La douleur s'est changée en rage. Et la rage s'est muée en certitude. Puisque personne ne m'aidait, je trouverais la vérité toute seule. Je suis rentrée et j'ai commencé à téléphoner à tout le monde. Amis, vétérinaires, ONG de protection animale, avocats. Mais à chaque fois, on me fermait la porte. Personne ne voulait s'impliquer. Quand je mentionnais que l'association de résidents était mêlée à l'affaire, les gens reculaient, comme si je parlais de la mafia. Dans le quartier, l'humiliation a empiré. J'ai commencé à remarquer des chuchotements, des regards appuyés, des sourires en coin. Sur l'un des groupes en ligne, j'ai lu un commentaire. Ils ont enfin réglé le problème du chien du lot 24B. Il était temps. J'étais devenue la folle au chien. La femme qui crie au portail, qui arrache les notifications, qui pique une crise au refuge. Et malgré tout, personne ne tendait la main. Mais je n'allais pas abandonner. Je n'allais pas accepter. Ils pouvaient m'isoler, me tourner en ridicule. Mais s'ils croyaient que j'oublierais Thor, ils se trompaient lourdement. J'allais retourner chaque recoin de ce quartier s'il le fallait. Découvrir où il était, qui l'avait pris, pourquoi, qui avait signé. Ils pensent qu'ils ont affaire à une femme hystérique. Mais ce qu'ils viennent de créer, c'est une femme dangereuse. Les nuits ont cessé d'exister. Dormir est devenu un privilège que je ne connaissais plus. L'obsession m'a envahi. Je me levais et me couchais, quand j'arrivais à dormir, en pensant à Thor, à son visage quand il me voyait prendre la laisse, aux aboiements qu'il poussait en entendant ma clé dans la serrure, à cette joie folle de celui qui ne veut qu'une seule chose, être près de vous. Maintenant, chaque fois que je passais le portail de chez moi, je ne trouvais que le silence. Et ce silence faisait plus mal que n'importe quel cri. J'ai commencé à enquêter. Seule. J'ai laissé tomber la volonté de plaire. C'était fini. Je ne voulais plus de sympathie. Je voulais des noms, des dates, des preuves. Je suis retournée au refuge, cette fois avec un enregistreur caché dans la poche. La femme de l'accueil m'a reconnue de loin et a appelé la sécurité avant même que j'ouvre la bouche. Mais je n'étais plus là pour quémander. Toute la semaine, j'ai appelé d'autres refuges, en me faisant passer pour une bénévole, en proposant mon aide pour comprendre comment fonctionnaient les adoptions accélérées. C'est là que j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Un refuge minuscule, presque inconnu, m'a dit au téléphone. « Ah, vous êtes de la région de l'association de résidents Hillside, non? On reçoit parfois des retraites de là-bas. Comment ça?
ai-je répliqué, essayant de garder mon calme. Eh bien, ils ont leur propre système. Quand il y a un chien qui aboie trop ou qui pose problème, ils nous l'envoient. On ne fait que signer, le recevoir et le rediriger. Rien d'illégal, mais c'est particulier. Ça, c'était la première fissure dans la façade bien propre de l'association de résidents. J'ai continué. J'enregistrais tout. Réunion de quartier? J'étais au fond, téléphone en mode avion, caméra enclenchée dans ma poche. J'ai commencé à constituer un dossier papier avec des noms, des horaires, des captures d'écran de conversation, des copies des amendes que j'avais reçues. J'ai parlé à d'anciens habitants, ceux qui avaient eu le courage de partir, et l'un d'eux, vivant loin maintenant, m'a envoyé un message vocal disant « Tu n'es pas la seule. Mon berger allemand a disparu de la même façon. On m'a dit qu'il s'était enfui. Aujourd'hui, je suis sûre que non. » Chaque témoignage était comme un clou qui s'enfonçait plus profondément dans ma poitrine. Et plus je creusais, plus c'était sordide. J'ai découvert que le refuge responsable de ces retraits avait reçu, 2 ans plus tôt, un don substantiel, de l'association de résidents elle-même, et que la présidente de l'association gérait une entreprise de commerce de chiens dressés, une société qui fournissait des chiens calmes et obéissants à des résidences fermées et à des cliniques de thérapie. Le lien devenait évident. Thor n'avait pas été retiré. Il avait été emmené, vendu. J'ai commencé à me déplacer partout avec un carnet à la main. Je notais tout. La moindre phrase suspecte, chaque regard louche, chaque nom nouveau. C'est devenu une obsession. J'ai perdu des amis. Des proches disaient que j'étais obsédée, que je devais passer à autre chose. Mais personne ne comprenait. Ils m'avaient volé mon meilleur ami, m'avaient traité de déséquilibrée, de bruyante, volée en silence. Et maintenant, j'étais la dingue du quartier. Celle qui parle seule, qui fouille les ordures, qui enregistre les réunions, qui griffonne des noms sur un clipboard jaune. Celle qui a perdu son chien et la tête. Mais je savais ce que je faisais. Parce que derrière le mépris, le silence et la moquerie, je me rapprochais de la vérité. Quelque chose me disait que j'étais à un cheveu de découvrir ce qu'ils avaient fait de tort. Et personne ne m'arrêterait. Le dossier était noir, épais, lourd. Au début, je n'y avais mis que quelques amendes, une copie floue du mot de l'association de résidents et quelques papiers suspects venant du refuge. Mais maintenant, il débordait de documents, transcriptions d'audio, captures de discussions effacées, noms, CNPJ, immatriculation d'entreprise, reçus de dons, copies des procès-verbaux d'anciennes réunions, témoignages d'autres voisins dont les chiens avaient aussi disparu. C'était plus qu'une compilation, c'était le corps d'un crime. Le véritable tournant est arrivé un soir banal, tellement banal que j'ai failli ne pas sortir. J'étais épuisée, abattue, prête à renoncer pour la journée. Mais le destin, souvent, nous pousse quand on s'y attend le moins. On a sonné à la porte. Une femme portant un masque, des lunettes de soleil et une casquette m'a remis une enveloppe Kraft. Pas de nom. Pas d'explication. Elle m'a regardée avec une compassion que je n'avais pas ressentie depuis longtemps et a dit « Certaines personnes ont encore une conscience, mais parlent doucement. Ils entendent tout. » Puis elle est partie. À l'intérieur, une lettre manuscrite, pleine de ratures et de nervosité. Son auteur se présentait comme une ex-employée du refuge. Elle expliquait avoir été licenciée après avoir contesté les ordres directs venus de l'association de résidents. Comment les chiens retirés ne passaient quasiment jamais d'évaluation médicale, comment les rapports étaient remplis avant même de voir l'animal, et comment, dans certains cas, on leur demandait de remanier les informations en fonction de ce dont l'association de résidents avait besoin. À la fin de la lettre, elle écrivait d'une main tremblante. Thor a été vendu. Sous un faux nom, la puce retirée. Documents falsifiés. L'acheteur a été indiqué directement par la présidente de l'association de résidents. À ce moment-là, je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas bougé. Je suis restée là à lire ces mots comme si je lisais une condamnation à mort. Mais la douleur s'est transformée en action. J'ai sorti mon dossier. J'ai organisé chaque preuve comme si je préparais un procès. Et j'ai commencé à poser des questions plus directes. J'ai appelé des journalistes, des militants, des ONG. Certains m'ont ignoré. D'autres se sont moqués. Mais l'un d'eux, en particulier, m'a écouté. C'était un journaliste d'investigation. Quand je lui ai raconté une partie de l'histoire, il m'a prise pour une exagératrice. Mais il a changé de visage en voyant les documents, les enregistrements, la lettre de l'ex-employé. C'est beaucoup plus gros que ça n'en a l'air. Nous avons commencé à dresser la chronologie. L'association de résidents avait retiré au moins 8 chiens durant les 18 derniers mois, tous signalés pour aboiements excessifs, tous chez des propriétaires ayant reçu le même type de plainte.
aucun jamais récupéré, aucune enquête officielle. Aucune sanction contre l'association. Et il y avait plus. On a découvert que la présidente de l'association était listée comme partenaire dissimulé dans 2 entreprises. L'une fournissait des chiens pour des copropriétés de luxe, l'autre était une clinique de rééducation employant des chiens sociables et dressés pour des traitements thérapeutiques. Thor était entré dans ce système. Un chien jugé trop bruyant pour le quartier, mais parfait pour être domestiqué et revendu ailleurs. Pendant ce temps, la façade de l'association de résidents tenait bon. Ils étaient toujours considérés comme un modèle d'organisation et d'harmonie communautaire. La présidente était encensée comme une leader exemplaire, signait des colonnes dans le journal local, participait à des événements caritatifs. Et moi, j'étais toujours la folle du lot 24B. Mais maintenant, j'avais tout ce qu'ils avaient fait. Et même si j'avais encore mal d'imaginer Thor ailleurs, peut-être perdu, peut-être attendant que je vienne, je savais que j'étais sur le point de faire basculer cette histoire. Je n'étais plus une femme qui crie seule dans le vide. J'étais une femme avec un dossier. Et ils allaient tomber. Je pensais qu'amener tout ça à la mairie serait le début de la fin. Que preuve à l'appui, solide, concrète, avec dates et noms, quelqu'un se lèverait pour dire « C'est grave, nous allons enquêter ». Je suis arrivée là-bas en serrant mon dossier noir contre moi comme s'il s'agissait de mon propre cœur. Comme si je croyais encore à la justice, là où il y a des preuves. Mais ce que j'ai reçu, c'était de la bureaucratie, des formulaires, des analyses préliminaires, des réponses vagues. L'employé qui m'a reçu semblait plus préoccupé par son café que par mon histoire. Il a feuilleté les pages comme on feuillette un catalogue. Puis il a conclu de sa voix automatique. « Madame, vous devez formuler votre plainte par écrit et attendre qu'elle soit enregistrée. Le service juridique l'analysera sous 30 jours ouvrables. 30 jours. 30 jours pendant que mon chien pouvait être n'importe où. Pendant qu'on pouvait en prendre d'autres. Pendant que la présidente de l'association de résidents continuait de sourire dans les journaux et d'être applaudie dans les réunions de quartier. Je suis partie en silence, mais intérieurement, je criais. Ma tentative suivante a été la presse. J'ai recontacté le journaliste qui m'avait écouté. Il était révolté par l'apathie de la mairie, mais quand il a voulu publier l'article sur un grand portail d'information, il a été bloqué par une relecture éditoriale soutenant que la plainte manquait de preuves officielles. J'ai commencé à soupçonner quelque chose de plus vaste. Un réseau qui protégeait ceux qui savaient agir en coulisses. J'ai passé des jours sans pouvoir manger correctement. Je déambulais dans la maison comme un fantôme. Le quartier, bien sûr, savait que je fouinais là où je n'aurais pas dû. Certains me regardaient encore plus mal. D'autres m'ignoraient. J'étais devenue ce bruit de fond irritant dans leur routine paisible. La même routine qui, sans qu'ils le sachent, dissimulait un crime. Et puis, j'ai reçu une autre lettre. Sans expéditeur, glissé sous la porte, un papier plié à la hâte. À l'intérieur, 4 lignes qui m'ont glacé le sang. Il est à la ferme Creek Hill, près de la sortie nord. Ils l'ont emmené en disant qu'il était agressif et malade. Vérifie les registres. Ils mentent. Tu n'as pas été la seule. J'ai mis quelques secondes à reprendre mon souffle. La ferme Creek Hill. J'en avais déjà entendu parler. Un centre de traitement humanitaire pour les animaux considérés comme non adoptables. Un lieu censé pratiquer l'euthanasie indolore pour les chiens gravement malades ou jugés violents. Il disait que Thor avait été amené là-bas, pour mourir. J'ai senti ma poitrine se serrer. Je tremblais tellement que j'avais du mal à composer un numéro sur mon téléphone. J'ai appelé le journaliste. Il est resté silencieux en lisant la lettre. Puis il a dit « Je viens avec toi ». Le lendemain, on a pris la route. La ferme était isolée. Curieusement propre, comme un décor mis en scène. Un employé nous a reçus poliment, mais son regard cachait quelque chose. Nous avons expliqué que nous cherchions un chien nommé Thor. Récemment retiré par l'association de résidents. Il a nié savoir quoi que ce soit. Parlé de dossiers incomplets. Mais le journaliste a insisté. Nous avons sorti la lettre, le dossier. Son visage est devenu livide. Il est parti derrière en disant « Laissez-moi vérifier », ce qui a duré près de 20 minutes. À son retour, il a annoncé que Thor avait bien été admis, mais malheureusement euthanasié pour raisons sanitaires. Il nous a montré un document, faussement tamponné, affirmant que le chien avait la rage. La rage. J'ai failli m'évanouir. Thor qui était vacciné. Thor qui avait un bilan vétérinaire récent. Thor qui n'avait jamais mordu personne. J'ai demandé s'il y avait eu une autopsie. Ils ont dit non. Une photo? Un rapport? Une preuve? Rien. Ils se sont contentés de répéter. C'était un cas urgent. Nous avions l'autorisation de l'association de résidents, signée par la présidente. À cet instant, j'ai compris. Non seulement ils avaient envolé mon chien, ils avaient menti.
falsifié des documents, puis l'avoir tué. Le monde s'est figé. Tout se passait au ralenti. La douleur n'a pas de nom. C'était bien plus qu'un deuil. De l'indignation, de l'impuissance, du désespoir et de la rage. Tout réuni en un seul bloc dans ma poitrine. J'ai pleuré, oui, mais j'ai aussi senti quelque chose naître. Un feu qui ne s'éteint pas. Je n'allais pas m'arrêter. Parce que maintenant, ce n'était plus seulement pour moi. C'était pour tous les autres noms de cette lettre. Pour les autres chiens. Pour toutes les maisons à qui on avait arraché le son de leurs aboiements. La justice, j'ai compris, est autre chose. Mais si le système ne veut pas faire ce qui est juste, je le ferai moi. Et ils m'entendront. Même si je dois crier. Il n'y a pas eu de veillée. Pas de corps. Pas d'adieu. Thor était parti comme s'il n'avait jamais existé. Comme s'il était juste un problème de plus résolu par l'association de résidents. Un aboiement gênant qu'on fait taire au nom de la convivialité du voisinage. Mais il a existé. Et tant que je vivrai, sa douleur criera en moi. Le lendemain de la visite à Creek Hill, je suis rentrée chez moi sans même pouvoir ouvrir la porte. Je me suis assise sur le sol du perron pendant des heures, avec son collier rouge, celui qu'ils avaient laissé pendu au portail, comme un avertissement, un trophée. J'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir. Mais le jour d'après, j'ai appelé mon avocat. Avec toutes les preuves que j'avais accumulées, la lettre anonyme, les registres truqués, le dossier complet portant les noms des coupables, nous avons intenté une action pénale pour vol, fraude documentaire, association criminelle, maltraitance animale et, oui, homicide animal. J'ai aussi porté le dossier auprès du défenseur public, du ministère public, de la presse locale. Je suis allée voir des stations de radio, écrit à des chroniqueurs. Tout publié sur les réseaux sociaux avec copies à l'appui. Et cette fois, quelqu'un a écouté. Une journaliste indépendante, de celles qui n'ont pas peur de remuer la boue, m'a appelé. J'ai lu tout ça. Il faut le publier. On ne peut pas laisser ça cacher. L'article est sorti 2 jours plus tard, avec des photos de Thor, des captures d'écran des messages, des extraits de la lettre, et ce titre, une association de résidents pourrait être liée à un réseau illégal d'extermination de chiens bruyants. Ça a été comme jeter de l'essence sur un feu déjà allumé à l'intérieur de moi. Le lendemain, on m'a convoqué à une réunion extraordinaire du nouveau conseil provisoire de l'association de résidents, mise en place en urgence après la parution. L'ancienne présidente, elle niait toujours tout, avec le même sourire figé. Mais à présent, elle me regardait avec haine. J'y suis allée, évidemment. La réunion s'est déroulée dans une salle improvisée du centre communautaire. Il y avait une vingtaine de personnes, tous voisins. Certains curieux, d'autres mal à l'aise. Et là, debout, dossier en main, j'ai fait face pour la première fois à l'ancienne direction de l'association. « Vous avez tué mon chien ?» ai-je dit, ma voix basse mais ferme. « Vous avez falsifié des documents, vous êtes entré chez moi pour le prendre, vous avez rédigé de faux rapports, signé des papiers avec mon nom écorché, et vous avez vendu des animaux comme s'ils n'étaient que des objets. » Une femme, assise au bout de la table, m'a regardée avec lassitude. « Vous devriez consulter un psy. Vous êtes obsédé. Ce n'était qu'un chien. Si vous l'aviez mieux éduqué, tout ça ne serait pas arrivé. » Le silence a claqué dans la pièce comme une gifle. J'ai ri, nerveusement. « Mieux éduqué ? Vous avez pénétré chez moi sans autorisation. Vous avez décidé que ces aboiements étaient de trop pour votre standard de quartier et l'avez emporté comme un vulgaire déchet. Ça, ce n'est pas éduqué. C'est un crime. » Un autre ex-membre du conseil, d'un air moqueur. « Le problème, c'est que vous n'avez jamais compris la vie en communauté. Vous avez cru pouvoir tout faire à votre manière, sans tenir compte des gens dérangés par ce chien qui aboie trop. Moi aussi, je suis dérangée par les commérages, par ceux qui balayent la saleté sous le tapis et qui couvrent un crime grâce au règlement. Et pourtant, je n'entre pas en douce chez eux. » Ils ont ricané, comme si j'étais un spectacle, comme si j'étais seule dans mon délire. Mais là, entourée de ces regards qui me jugeaient, traitée de déséquilibrée, je n'ai pas flanché. Parce que, pour la première fois, certains visages dans le public se sont mis à changer d'expression. J'ai vu de la perplexité, de la gêne, des gens qui commençaient à comprendre qu'il y avait un grave problème derrière la paix qu'on leur vantait. « Je vais vous poursuivre tous », ai-je annoncé. Pas seulement pour moi, pour les autres, pour les chiens disparus, pour les familles que vous avez réduites au silence, pour la douleur que vous appelez du bruit. J'ai attrapé mon dossier, jeté un dernier regard à cette salle glaciale, et je suis partie sans un mot de plus. Ils pensent toujours que je suis folle. Mais maintenant, ils craignent ma folie. Et ils ont raison, parce que cette folle ira jusqu'au bout, même si je dois garder dans mes mains le collier de Thor et la rage de celle qui a tout perdu.
Mais avec la certitude que je ne m'arrêterai pas avant que chaque nom impliqué n'ait été, au moins une fois, confronté au poids de ses actes. La justice peut être lente, mais la vengeance de la vérité, c'est attendre. Les procédures ont finalement avancé. Lentement, comme toujours. Mais elles ont avancé. Mais, pendant ce temps, mon nom continuait à tourner dans les réunions du quartier, même en mon absence. J'étais presque une légende, la femme qui a perdu son chien et qui a vrillé, qui enregistrait les réunions, empilait les preuves, et maintenant menaçait de détruire la réputation du quartier pour un chien qui gênait. Mais ça n'a jamais été juste un chien. C'était ce qu'il représentait. Sa vie, la mienne, celle de tous ceux qui se sont tus. Et désormais, j'avais un atout qu'il n'avait pas anticipé. Du soutien. Après la parution de l'article, d'autres personnes ont commencé à me contacter. En douce, avec peur, mais elles sont venues. Une dame âgée, à qui on avait retiré son caniche parce qu'il aboyait lors des orages. Un couple qui n'a plus jamais revu leur beagle après 2 amendes et une visite corrective dans leur jardin. Un retraité, au bord des larmes, m'a montré un vieil album de son chien disparu. On m'a dit qu'il s'était enfui, mais il ne sortait jamais. Jamais. Peu à peu, ce qui n'était qu'un cri solitaire est devenu un cœur étouffé. J'ai créé un groupe en ligne. Je l'ai appelé « Voix qui aboie ». On a commencé à 4, puis 10, 15. Et quand j'ai vu, on était plus de 50 à partager des récits semblables. Dans des quartiers, des villes différentes, mais la même structure, la même excuse, le même silence. Le scandale a grossi. Et l'association de résidents, elle a commencé à se fissurer de l'intérieur. La présidente a disparu des réseaux. Son entreprise de dressage de chiens a fermé. Son avocat, qui se montrait arrogant au début, a commencé à reporter les audiences. Puis un mandat de perquisition est tombé sur l'un des ex-directeurs. Ils ont tout saisi, documents, ordinateurs, téléphones. Je l'ai appris par des tiers, mais je me suis permis un sourire. Pour la première fois depuis longtemps, on m'a appelé à témoigner officiellement. Je suis arrivée avec ce dossier noir, si plein qu'il ne fermait presque plus. J'ai traversé la porte du commissariat la tête haute, je me suis assise face à l'inspecteur et j'ai tout raconté. Sans trembler, sans hésiter. Les noms, les dates, les trucages, les complicités. Et à la fin, j'ai sorti le collier de Thor de ma poche. Je l'ai posé sur la table. Voilà, c'est tout ce qu'il me reste de lui. J'aimerais que vous vous rappeliez ça, au cas où vous penseriez qu'il ne s'agissait que d'un chien. Il n'a rien dit, mais il n'a pas détourné le regard non plus. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel. La journaliste qui avait publié le premier article m'a contactée, sans cacher son émotion. Une nouvelle dénonciation vient de sortir. Quelqu'un de l'intérieur a fourni des documents prouvant la vente de chiens sous de faux papiers. Plus d'une vingtaine. Le nom de Thor y figure. J'ai fermé les yeux. J'ai senti Thor près de moi. Pas en esprit, mais dans ce qu'il était devenu. L'étincelle. La preuve que ce combat valait la peine. L'association de résidents, en tant qu'entité, a été officiellement dissoute dans mon quartier. Dans d'autres, on a lancé des audits. Certains des responsables sont encore sous enquête, d'autres ont disparu, mais ils ne peuvent plus parader comme s'ils possédèrent les lieux. Et moi? Je garde toujours son collier. Parfois dans mon sac, parfois suspendu au rétroviseur de ma voiture. C'est mon rappel quotidien. De qui j'étais. De ce qu'ils m'ont pris. Certains voisins me jettent encore des regards noirs, disent que j'ai été trop loin, que j'ai créé des conflits là où il n'y avait que paix. Mais j'ai appris que la paix construite sur l'injustice n'est pas la paix. C'est du contrôle. Et si être la femme qui a révélé tout ça me vaut d'être détestée, qu'il en soit ainsi. Parce que maintenant, je marche dans les mêmes rues qu'avant. Mais ceux qui riaient, qui me méprisaient, qui m'ignoraient, ce sont eux qui baissent les yeux. Je n'ai pas perdu. C'est eux qui ne savent pas quoi faire quand le silence aboie plus fort que n'importe quel chien. La nouvelle est tombée un matin de pluie. Je prenais mon café, distraite, en essayant pour la première fois depuis longtemps de vivre une matinée ordinaire. La télévision était allumée à bas volume. Et puis, le bandeau a défilé. Une ex-présidente d'association de résidents est arrêtée pour sa participation présumée à un réseau illégal de retrait et de vente d'animaux. Son nom, son visage, les images de l'arrestation. Je n'ai pas eu de réaction immédiate. Je suis restée là, la tasse à la main, fixant l'écran. On l'a menée menottée, la tête baissée, les cheveux attachés à la va-vite. Le reportage évoquait l'usage de fausses identités, la falsification de documents, la maltraitance animale, l'association criminelle et le vol de propriété privée. Mon premier sentiment n'a pas été la vengeance, ni la joie. C'était plutôt un profond soulagement.
teintée de fatigue. Elle n'était qu'un nom sur une longue liste. Mais c'était sa signature, c'était elle qui avait autorisé, celle qui avait menti à propos de Thor. Dans les jours qui ont suivi, tout s'est effondré. La ferme Creek Hill, l'endroit où on écartait les chiens soi-disant indésirables, a été fermée par décision de justice. Des enquêteurs y ont trouvé des documents raturés, de faux rapports vétérinaires, et un terrain à l'arrière où les chiens euthanasiés étaient enterrés sans procédure. Certains portaient encore leur collier, des jouets, ou même un petit papier avec leur nom. Cette image ne me quittera jamais. Thor était peut-être là. Ou y était déjà. Avec toutes les preuves rassemblées et la médiatisation de l'affaire, ma plainte pour dommages moraux et matériels a avancé avec force. Certains ont cherché un accord, d'autres ont tout nié. Mais le juge s'est montré ferme. À la fin, j'ai reçu une indemnisation d'1 million de réais. 1 million. Le chiffre me paraissait absurde, irréel. Des gens me félicitaient comme si j'avais gagné au loto. Des avocats m'appelaient pour me proposer leurs services. Des journalistes voulaient en savoir ce que j'allais faire de tout cet argent. Mais personne ne comprenait. Avec cette somme, je pouvais acheter une autre maison, une voiture, changer de vie du tout au tout. Mais ça ne me rendrait pas tort. Ça ne me rendrait pas ces jours où il courait dans le jardin avec son ballon rouge. Ça n'effacerait pas son enthousiasme lorsqu'il entendait ma clé dans la porte. Ça ne me rendrait pas nos promenades, nos jours de pluie, la chaleur de son corps couché à mes pieds. Aucun montant ne peut combler le vide qu'il a laissé. J'ai utilisé une partie de l'indemnisation pour créer une ONG de protection animale. Je l'ai appelée Thor est mon nom. Elle est officiellement enregistrée. Aujourd'hui, elle aide des familles qui font face à des abus d'association, à la maltraitance, aux retraits illégaux. Nous avons déjà empêché la prise de dizaines de chiens. Nous avons obligé 2 résidences à rendre les animaux qu'elles avaient emportés. Le reste de l'argent est toujours là, parce que je n'ai besoin de rien d'autre. Certains disent que j'ai gagné, mais je n'ai pas vraiment gagné. Ce qu'on a obtenu n'était pas une victoire, mais une justice retardée. Le strict minimum. La blessure reste ouverte. Je rêve encore de lui. Parfois je me réveille en croyant entendre des aboiements. Parfois je parle toute seule dans la maison et réalise que j'attends une réponse qui ne viendra jamais. Et malgré tout, je continue. Parce que chaque aboiement sauvé grâce à cette histoire vaut plus que 1000 nuits blanches. Chaque chien qui reste dans sa famille, chaque plainte qu'on n'ignore pas, chaque voisin qui réfléchit avant de commettre une cruauté déguisée en organisation, c'est pour lui, pour Thor. Et si je devais tout refaire, être traitée de folle, ridiculisée, isolée, je le referais. Parce que l'amour véritable ne s'abandonne pas, ne se livre pas, ne se tait pas. Thor était mon ami, et personne ne touche à ce qui est à moi impunément. Maintenant, le monde le sait, eux aussi. J'ai longtemps refusé l'idée. Pendant des mois, la simple pensée de faire entrer un autre chien chez moi me semblait une trahison. Comme si laisser la place à un autre signifiait oublier Thor. Comme si accueillir un nouveau compagnon effaçait son souvenir. Mais le silence est devenu trop lourd. La maison, même rafraîchie, même vivante grâce aux allées et venues de l'ONG, semblait vide quand je rentrais le soir. Elle me paraissait minuscule sous tant d'échos. Le portail s'ouvrait, et personne ne courait. Pas de pattes sur le sol, pas de souffle tout près du canapé, pas de regard joyeux lorsque j'entrais avec mes sacs. Ça s'est passé lors d'une foire d'adoption. Je n'étais là que pour représenter l'ONG, aider à filtrer les adoptants, discuter avec des protecteurs. Et puis, dans un coin d'un stand improvisé, couché sur une couverture usée, je l'ai vu. Pelage brun clair, museau tacheté, oreilles tombantes, de grands yeux expressifs. Mais ce qui m'a marqué, c'est la façon dont il m'a regardé, droit dans les yeux, comme pour dire « Enfin, tu es là ». « Celui-là est compliqué », a dit une bénévole. On l'a ramené 3 fois. Trop affectueux, trop besoin d'attention. Il est collant. Je me suis penchée, j'ai tendu la main doucement. Il n'a pas hésité. Il a posé son front contre ma paume et laissé échapper un long soupir, comme soulagé. « Comment s'appelle-t-il » ai-je demandé. Il n'a pas vraiment de nom. Chaque foyer lui en donnait un différent. Aucun n'a tenu. Je l'ai regardé à nouveau, et sans réfléchir, j'ai dit « J'ai... que Loki ». Elle a ri. « Loki ? C'est pas le dieu de la ruse et du chaos ?» ?»« Oui. Et du changement, ai-je répondu. Je l'ai emmené chez moi ce jour-là. Loki est entré comme s'il habitait déjà ici. Il a sauté sur le canapé, exploré chaque pièce, senti le jardin où traînait toujours le ballon rouge de Thor dans un coin. Il a dormi contre mes pieds, sans crainte, comme si nous avions toujours vécu ensemble. Il était différent de Thor, plus agité, plus démonstratif. Il voulait rester près de moi tout le temps,
Il a appris à ouvrir les tiroirs avec son museau, à cacher mes chaussettes, à tirer sur la nappe juste pour attirer l'attention. Mais son regard, son regard était le même, profond, entier, fiable. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri sans tristesse. L'association de résidents n'existait plus. Dissoute officiellement. Le quartier était désormais une masse informe de gens feignant la paix, mais évitant de me croiser. Je restais celle qui avait poussé trop loin. Celle qu'on ne veut pas approcher, de peur d'être impliquée. Celle qui avait tout révélé, qui n'avait pas baissé la tête. Les enfants me regardent avec curiosité. Certains parents les écartent quand Loki et moi passons, comme s'il était dangereux, comme si j'étais contagieuse. Mais j'ai appris à vivre ainsi. Je n'attends plus de bonjour, je n'attends plus d'invitation, de cordialité, de réunion conviviale. Je n'en ai pas besoin. Maintenant, mon portail arbore une nouvelle pancarte. Ici vit Loki. Et personne ne reprendra ce qui est à lui. Loki est devenu mon alarme naturelle. Il aboie pour tout, et je ne l'en empêche pas. Désormais, je le laisse aboyer autant qu'il veut, parce que chaque aboiement me rappelle que cette maison est aussi la sienne. Et ceux qui n'aiment pas, qu'ils ferment leurs fenêtres. Il m'arrive encore de rêver de Thor. Mais dans ses rêves, il n'est pas triste. Il court aux côtés de Loki, comme s'ils se connaissaient, comme s'ils savaient que leurs histoires se sont entremêlées. Je regarde Loki, et je sais que je ne remplacerai jamais Thor. Mais je sais aussi qu'aimer de nouveau n'est pas oublier. C'est résister. Loki m'a rendu la joie qu'on m'avait arrachée. Et si certains veulent tant me traiter de solitaire, qu'ils le fassent. Les véritables solitaires, c'est le voisinage qui vit dans le silence, en prétendant que rien ne s'est passé. Moi, non. Ici, sur ce bout de terre, dans cette maison marquée, habite la femme qui les a tous affrontés et qui a gagné. Avec un collier, avec de l'amour, avec des aboiements, et avec Loki.